Le voici le quatrième extrait qui n'a pas été travaillé et analysé en classe, qui est tiré du roman de Jacques Landon, L'appel de la forêt. Donc, sans trop tarder, et tout d'abord, on va lire le chapeau, on va expliciter et expliquer son sens, le sens du chapeau, puis vous allez arrêter la vidéo. Vous allez prendre la double page 126-127 du manuel, vous allez lire tout le texte et vous allez essayer de répondre aux questions accompagnant ce texte-là. Allons-y. Ils devinrent amis. Buck, un chien loup, a été enlevé à ses maîtres en Californie pour être vendu comme chien de traîneau dans le Grand Nord. Après un apprentissage difficile, il est adopté par un chercheur d'or, Jean Torton, avec lequel l'entente est parfaite. Mais l'instinct de loup de Buck se développe depuis qu'il a entendu en pleine nuit de longs hurlements venus de la forêt. Donc, l'extrait parle de Buck, qui est un chien loup, qui a été enlevé, ça veut dire volé, à ses maîtres en Californie. Rappelez-vous, nous avons dit que cette histoire commence en Californie, aux États-Unis d'Amérique, et se termine dans le Grand Nord, ça veut dire le Canada. Donc cet animal, ce chien, a été enlevé à ses maîtres en Californie. Il a été vendu comme chien de traîneau au Canada. Qu'est-ce qu'un chien de traîneau? On en a déjà parlé du traîneau. Ça, c'est un traîneau. Cette voiture, ce sort d'engin tiré ou qui glisse sur la neige, sur la glace, tiré par des chiens. Et bien sûr, c'est ce qu'on appelle les chiens de traîneau. Ce sont des chiens dressés, entraînés, formés pour tirer ce traîneau et pour tirer les traîneaux. Après un apprentissage difficile pourquoi? Et quel apprentissage? Apprendre à tirer les traîneaux. À l'origine, Buck n'était pas un chien qui tire les traîneaux. Mais quand on l'a vendu au Canada, c'est pour lui apprendre à tirer les traîneaux. Et pour tirer un traîneau, ce n'est pas une tâche facile. Ça demande de l'entraînement, ça demande des qualités chez le chien. Ça veut dire n'importe quel chien ne peut pas devenir chien de traîneau. D'accord? Et c'est pourquoi cet apprentissage était très difficile, était difficile pour ce chien loup qui s'appelle Buck. À la fin, il va rencontrer Jean Torton, qui va devenir son nouveau maître. Et il y aura une très bonne entente entre les deux. L'entente sera parfaite. Ça veut dire il y aura une très bonne harmonie, une très bonne relation, si vous voulez, entre Jean Torton et le chien Buck. Mais l'instinct du loup de Buck se développe. Ils ont dit l'instinct du loup, parce qu'il ne faut pas oublier que Buck est un chien loup. C'est vrai, c'est un mélange, c'est un métissage entre un chien normal et un loup. Et donc, il a un côté chien et un côté loup. Son côté loup commence à se développer, commence à grandir, si vous voulez. Depuis quand? Depuis qu'il a entendu des hurlements, de longs hurlements, de longs cris. D'où viennent ces cris-là? Qui viennent de la forêt. Alors, je vous invite maintenant à arrêter la vidéo, à lire tout le texte et puis reprendre la vidéo. N'oubliez pas, en lisant le texte, de lire les notes, de lire les explications sur la marge. Ils vont vous aider à mieux comprendre.
Je rappelle que vous n'avez pas besoin de comprendre tous les mots pour comprendre un texte. Donc, si vous avez repris la vidéo, ça veut dire, ou c'est probablement que vous avez lu le texte et répondu aux questions. Alors, on va essayer ensemble de répondre aux questions et on va commencer d'abord par relever le cadre spatio-temporel. Qu'est-ce que ça veut dire? On va relever le lieu où se déroule la scène et le moment où se déroule la scène. Ça veut dire le où et le quand. Commençons d'abord par le quand. Alors, à quel moment de la journée Bach entend-il l'appel? Ou si vous préférez, quand se passe la scène racontée dans le texte, tout simplement. Oui, vous avez sûrement trouvé la réponse dès les premiers mots, dès la première ligne. On a le quand, le moment où se passe la scène, quand Bach a entendu l'appel ou les cris dans la forêt. Une nuit. Donc, la scène se passe pendant la nuit. Maintenant, on va passer au lieu où se passe la scène, ou pour être plus précis, où se déroule la rencontre entre le chien Bach et le loup. La réponse, vous allez la trouver dans le 3e paragraphe, et tout à coup, au cœur d'une clairière, à l'intérieur, au milieu, au centre d'une clairière. Qu'est-ce qu'une clairière? La clairière est un endroit dans une forêt où il n'y a pas d'arbres. Donc c'est un endroit à l'intérieur d'une forêt où il n'y a pas d'arbres. Normalement, la forêt, elle est pleine d'arbres, elle est semée d'arbres. Mais une clairière, c'est un endroit dans une forêt où il n'y a pas d'arbres. On appelle ça une clairière. Donc, on a répondu là à 2 questions. À la première question concernant le moment et la 3e question concernant le lieu. Donc on a relevé ce qu'on appelle le cadre spatio-temporel. Maintenant, on va répondre à la 2e question, ou la première partie de la 2e question. Quels effets physiques cet appel produit-il sur lui? Bien sûr, produit-il sur Bach? J'essaierai d'expliquer plus simplement. Rappelez-vous que quand le jeune louveteau Cro-Blanc sort pour la première fois de sa grotte, il avait peur. Et face à cette peur-là, son corps va réagir. Face à cette peur, face à ce danger présumé, il va réagir, son corps va réagir. Et comment? Rappelez-vous, il va retrousser les babines, il va plier, si vous voulez, en quelque sorte, les lèvres de sa bouche. Et il va hérisser et dresser le poil de son corps. Reposons la question autrement. Comment le corps de Bach va-t-il réagir quand il va entendre l'appel? Quand il va entendre le cri ou le hurlement venu de la forêt. D'accord, la réponse se trouve dans le premier paragraphe. La première des choses, il va se réveiller en sursaut. Ça veut dire quoi en sursaut? Ça veut dire quoi sursauter? Rappelez-vous, parfois dans la classe, pour expliquer certaines choses, je frappe très fort sur la table ou sur le bureau et ça fait sauter. On dit ça fait sursauter certains élèves. Certains élèves sursautent. C'est ça. Et si le chien Bach était endormi et il va se réveiller en sursaut. Donc l'appel, le cri va le réveiller en sursaut, comme si vous voulez, comme s'il a sauté en se réveillant.
On dit sursauter ou tressaillir, pour utiliser deux verbes exacts. Comment son corps va réagir? D'abord, il va se réveiller un sursaut. Ses yeux vont devenir brillants. Ses yeux grands ouverts comme s'ils brillaient. Quoi encore? Les narines frémissantes. Les narines, c'est quoi? Ce sont les deux trous du nez. Le nez contient deux trous, c'est ce qu'on appelle les narines. Ils se trouvent chez les animaux, bien sûr, comme chez les êtres humains. Donc, ces narines frémissantes, ça veut dire quoi frémissantes? Ça veut dire qu'ils bougent, qu'ils tremblent. D'accord? Et le poil, les cheveux si vous voulez, et le poil si vous voulez, les cheveux de son corps, les poils de son corps est hérissé, dressé. Hein, pour se rappeler que ça veut dire les poils hérissés, rappelez-vous seulement le chat. Le chat, quand il a peur, quand il veut se bagarrer, il dresse, hein, il dresse ses poils à la manière de Cro-Blanc, bien sûr, face au danger. C'était là les réactions du corps, hein, de Bach face à l'appel venu de la forêt. On va relever maintenant les verbes d'action qui montrent que Bach obéit à l'appel. Ça veut dire les verbes qui montrent que Bach répond à l'appel. Comme c'est quelqu'un qui vous dit « Viens ici », vous répondez, vous obéissez à l'appel. Alors, quels sont les verbes qui montrent que Bach répond à l'appel? Donc, il faut chercher dans le deuxième paragraphe pour vous aider un petit peu pour aller plus vite. Oui? Donc, d'abord, la première forme verbale, traversant, qui est un participe présent, c'est une forme verbale. D'accord? Il va traverser le camp endormi, l'endroit où se trouve son maître avec les autres chercheurs d'or. Hein, on appelle ça un camp. D'abord, il va traverser. Quoi encore? Il va s'élancer. Hein? Quoi encore? Il va se rapprocher. Quoi encore? Et il va ralentir. Il ralentit. D'accord? Donc, traverser, s'élancer, se rapprocher et ralentir. Donc, au début, l'action, les mouvements sont rapides. Il va traverser. Traversant, une certaine rapidité, une certaine vélocité, une certaine rapidité. S'élancer aussi, ça exprime la rapidité. Se rapprocher, et puis à la fin, il va ralentir. Donc au début, c'est la rapidité, la vitesse, la vélocité, et à la fin, c'est une certaine lenteur. Il va ralentir. Hein? Ralentir quand il va se rapprocher de l'appel, quand il va se rapprocher du loup. Maintenant, on va essayer de relever trois adjectifs qualifiant le loup. Donc, les trois adjectifs qualifiant le loup. Cherchez. Oui, vous allez trouver ici dans ce troisième paragraphe qui commence « et tout à coup ». Et donc, les trois adjectifs, c'est à la fin. Elle était maigre, lent d'abord, guérie et maigre. À la suite du texte, on va découvrir aussi un autre adjectif, hein? La bête sauvage, c'est toujours en rapport avec le loup. D'accord. En s'approchant, en apercevant le loup, quelles sont ou quelles étaient les intentions de Bach face à ce loup? Ou tout simplement, que fait Bach? Comment réagit Bach une fois qu'il a vu le loup? Donc, on le voit d'abord. Bach s'avança. La queue droite. Rappelez-vous, la queue, c'est parmi les parties du corps d'animaux, des lions, des loups, ainsi de suite. Hein? Les oreilles hautes, les oreilles dressées. Prêt quoi? À bondir. Qu'est-ce que bondir? Ça veut dire sauter. Ici, ça veut dire attaquer.
Donc il s'avança, la queue droite, les oreilles hautes, prêt à attaquer. Mais regardez là, regardez la, la ligne suivante. Pourtant, tout de son allure, on parle de l'allure, l'apparence, le comportement, les gestes de Bach, tout dans son allure marquait, en même temps que la menace, le désir de faire amitié. Donc elle était prête à bondir. Et en même temps, elle avait envie de faire amitié. Ça veut dire, alors, euh, Bach n'avait pas envie d'attaquer, mais elle était seulement méfiant, hein. Il faisait seulement attention pour ne pas être attaqué. Mais en fait, ses intentions, il avait surtout envie de faire amitié, hein, de prendre le loup comme ami. Son, c'est ça sa vraie intention. C'est ça sa réelle intention. D'accord. Maintenant, quelle est la réaction du loup? On a vu tout à l'heure la réaction de Bach. Maintenant, quelle est la réaction du loup? Que fait le loup en apercevant Bach? D'abord, elle va cesser son chant. Elle était en train de crier, de hurler. Rappelez-vous ce cri du loup, hein, qui, on l'a dit au début, il était assis regardant la lune en train de hurler, levant le museau vers la lune en train de crier. Imaginez cette scène, vous l'avez sûrement vue quelque part dans des dessins animés, dans des films. D'accord. Et d'abord, il va arrêter son chant, son cri. Et puis, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre la fuite. Elle va fuir. Elle va s'enfuir. Mais Bach va le suivre, hein. Bach va le suivre à grands bonds, hein, à grands sauts. L'un court et l'autre le poursuit. Et cette poursuite va durer longtemps et longuement, hein. Donc, longtemps et coururent. C'est une poursuite qui va durer. À un certain moment de la poursuite, la bête sauvage, le loup, va se trouver coincé par Bach. Et dans ce cas-là, il va tourner, hein. Volte-face, c'est le fait de tourner rapidement, et il va se montrer plus ou moins agressif. Il va montrer ses dents, et même faire un bruit avec ses dents. Et il va faire un autre bruit, bien sûr, les dents, les mâchoires, ça dit presque la même chose. Et il va attendre, il va montrer ses dents, hein, il va faire un bruit avec ses dents pour faire peur à Bach, et puis il va attendre. Le loup, la bête sauvage, va ensuite changer de comportement. Quand il va comprendre que Bach ne lui veut pas de mal, qu'il veut tout simplement jouer, ou disons qu'il veut tout simplement devenir son ami. À ce moment-là, le loup va changer de comportement, hein. Il ne va plus grincer avec ses dents, ni faire un bruit avec ses mâchoires. Bien sûr, au début, elle avait peur. Elle avait peur de Bach. Et on le dit ici, elle avait peur en parlant du loup. En fait, Bach est beaucoup plus grand, beaucoup plus musclé que le loup. Et ils ont dit ça ici, car la tête du loup arrivait à peine à l'épaule du chien. Ça veut dire que Bach était beaucoup plus musclé, beaucoup plus grand que le loup. Et c'est pourquoi le loup avait peur. Mais après, c'est bon, son comportement va changer et va en quelque sorte se calmer, hein, une fois qu'il a compris que Bach ne lui veut pas de mal. D'accord. Alors, quels sont les gestes, quels sont
les actions qui montrent que Bak ne veut pas du mal aux deux mâles au loup. Donc, au lieu de l'attaquer, Bak va se rapprocher de la bête et il va lui flairer, hein, lui flairer le museau. Ça veut dire il va venir s'approcher de son museau. Rappelez-vous le mot museau, on l'a répété plusieurs fois en classe. Et il va le renifler, il va le sentir avec son nez. Et à ce moment-là, ils devinrent amis. Hein? Et ils vont commencer à jouer ensemble. À la fin, Bak va accompagner le loup et ils vont commencer à courir dans le noir. La pénombre, c'est presque le noir. Hein? N'oubliez pas que la scène se passe pendant la nuit. Alors, s'il vous plaît maintenant, à votre avis, quelle est la leçon qu'on peut tirer de cette scène? La réponse ne se trouve pas dans le texte. Hein? Il faut la déduire, il faut la comprendre et la ressortir du texte ou de la scène. Qu'est-ce qu'on peut, par exemple, quelle leçon peut-on tirer de cette scène? Je rappelle que cette scène parle de la rencontre d'un chien et d'un loup. C'est vrai que le premier est un chien-loup, mais ça reste un chien, un animal domestique qui vit avec les hommes. Et le deuxième, le loup, est un animal sauvage qui vit en liberté. Donc il y a une différence entre les deux. Mais malgré ça, ils ont pu devenir amis, ils ont pu s'entendre, pour utiliser le verbe qui vient du mot entente, hein, ils ont pu tisser une relation d'amitié. Alors la leçon qu'on peut tirer, c'est malgré nos différences, on peut vivre ensemble. Malgré nos différences, on peut cohabiter. Malgré nos différences, ou nos différences peuvent nous aider à nous compléter, à compléter les uns les autres. Donc, peu importe qu'on soit blanc, qu'on soit noir, qu'on soit X ou Y, peu importe nos différences physiques ou même nos croyances, on peut vivre et cohabiter ensemble. C'est la leçon qu'on peut tirer de cette scène, de cet extrait. D'ailleurs, elle est signalée ici dans cette rubrique Je retiens. Dans l'appel de la forêt, Jacques Landon présente les animaux dans leur environnement naturel, avec les caractéristiques propres de leur espèce. Bien sûr, et si ça veut dire simplement que Jacques Landon, dans ses romans, les deux romans, Cro-Blanc ou L'appel de la forêt, il parle des animaux dans leur environnement, dans leur lieu, si vous voulez, naturel, dans la forêt, tout simplement. D'accord. Le monde animal n'est pas différent de celui des hommes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les animaux souffrent aussi, comme les êtres humains. Les animaux communiquent, ils se parlent, mais avec leur propre langage propre à eux. Hein? Ils communiquent quand même. Hein? Le fait de flairer le museau du loup, c'est un langage, c'est un message. Les animaux aiment. Bien sûr, les animaux détestent aussi. Le loup et le chien deviennent amis malgré les différences qui les séparent. Elles donnent aux hommes une leçon de tolérance et de liberté. La tolérance, c'est ce que nous avons dit. Même si on est différent, on peut accepter et on doit accepter l'autre. Celui qui est différent de nous, ça, c'est la tolérance, tout simplement. Sur ce, je vous dis au revoir et à bientôt.